Je suis assise dans le bureau de William Peterson, entourée de boiseries en acajou qui sentent légèrement la cire au citron. La présence de père persiste ici, parmi les diplômes encadrés et les portraits de famille aux cadres argentés que Peterson garde sur la crédence derrière son bureau massif. Une semaine que nous avons enterré Richard Clark sous une pierre tombale en granit qui listait ses accomplissements mais ne disait rien de l'homme. Une semaine d'engourdissement, de gratins offerts par les voisins, d'Eleanor acceptant les condoléances avec une grâce étudiée, tandis que Victoria documentait son deuil pour ses abonnés. Peterson brasse des papiers, s'éclaircit la gorge. Comme vous le savez, la succession du docteur Clark est substantielle. La valeur totale approche les 9,5 millions de dollars, sans compter les effets personnels et les biens immobiliers. Ma mère se redresse sur sa chaise, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. Sa robe noire est de Chanel, son deuil accessoirisé à la perfection. Eleanor, comme stipulé, vous recevrez la résidence principale et le portefeuille d'investissement établi en 1992, continue Peterson, sa voix maintenant le ton neutre de quelqu'un qui a annoncé fortune et dévastation à travers ce bureau. Victoria, la propriété de vacances au bord du lac vous est transférée, ainsi que le fonds en fiducie établi pour votre 21e anniversaire. Victoria me serre la main, ses ongles manucurés à la française s'enfonçant légèrement dans ma peau, une démonstration de solidarité pour le bénéfice de Peterson. Son Instagram présentera plus tard un touchant moment entre sœurs, filtré et dans un noir et blanc de bon goût. Isabella, dit Peterson en levant les yeux de ses papiers, son regard vacillant avec quelque chose de l'hésitation, peut-être. Votre père vous a laissé la participation majoritaire dans Clark Medical Technology et la majeure partie de ses actifs liquides. Mon souffle se coupe, la pièce bascule légèrement. Cependant, continue Peterson, il y a une condition. Bien sûr, il y en a une. Père n'a jamais rien donné gratuitement, pas même à la fin. Le legs est subordonné à la confirmation de la paternité par un test ADN. Les mots atterrissent comme des gifles. Mes mains se mettent à trembler contre les accoudoirs en cuir. Ma bouche devient sèche comme le désert tandis que l'humiliation me submerge en une vague chaude. Il doit certainement y avoir un malentendu, dit Eleanor, sa voix douce comme le miel avec une préoccupation qui n'atteint pas ses yeux. La main de Victoria revient sur la mienne, une parodie de réconfort. Pauvre Bella, murmure-t-elle. Papa a toujours eu un sens de l'humour particulier. Peterson retire ses lunettes, les polissant méthodiquement avec un mouchoir monogrammé. Les instructions sont très spécifiques. Mademoiselle Clark doit fournir une vérification ADN d'un laboratoire accrédité. Les résultats doivent être recoupés avec les marqueurs familiaux déjà archivés. Déjà archivés? Ma voix semble étrange, lointaine. Votre père a fourni son propre échantillon avant son décès. Il était méticuleux. Le souvenir refait surface sans y être invité, mon 10e anniversaire. Victoria au piano à queue, ses doigts dansant sur les touches tandis que père rayonnait de fierté. Plus tard, quand je lui ai montré mon bulletin de notes avec que des A, il y a à peine jeté un coup d'œil. Les livres, c'est facile, Isabella. La véritable réussite exige quelque chose de spécial. J'avais redoublé d'efforts après ça. Obtenu des bourses d'études. Diplômé avec la mention très bien. Rien n'a jamais été assez spécial. Il a planifié cette humiliation avec la même précision qu'il utilisait en salle d'opération. La question me brûle de l'intérieur, pourquoi? Une vie de rejet subtil n'était-elle pas suffisante? Avait-il besoin de ce déni public final? Une partie de moi, l'enfant blessé cherchant toujours la validation, veut partir, refuser le test, lui nier ce pouvoir posthume. Mais l'archiviste en moi, la femme qui passe ses journées à préserver les vérités historiques, a besoin de savoir. Les preuves ne mentent pas. Les gens, si. J'aimerais parler avec Monsieur Peterson en privé, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. Le rire de Victoria teinte comme du cristal cher. Papa a toujours eu ses petites blagues, Bella. Nous allons régler ça en famille. Le mot famille sonne creux dans sa bouche, une désignation pour laquelle je n'ai jamais été pleinement qualifié. Sans le test, explique Peterson, son ton plus doux maintenant, l'héritage revient à un plan de distribution secondaire. Il y aurait des legs nominaux à diverses œuvres de bienfaisance médicale, le reste étant partagé entre Madame Clark et Victoria. Eleanor et Victoria échangent un regard, une communication silencieuse perfectionnée au fil des années de brunch du dimanche et de fonctions caritatives auxquelles j'étais trop occupé ou trop malvenu pour assister. Elles sont déjà en train de dépenser mentalement l'argent,
planifiant des vacances dans des endroits où les abonnés de Victoria admireront son deuil soigné sur des fonds pittoresques. La position légale est très claire, continue Peterson. Sans vérification, vous renoncez à l'héritage. Les enjeux se cristallisent dans mon esprit. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est la dernière chance de père de me rejeter publiquement, de confirmer ce qu'il avait insinué toute ma vie, que je n'appartenais pas à la famille. Sans le test, je perds tout, y compris la chance de comprendre pourquoi il a orchestré cet acte final de cruauté. Combien de temps prendrait le test, je demande, me concentrant sur les détails pratiques pour garder les émotions à distance. 2 semaines pour les résultats, peut-être moins étant donné le statut prioritaire que je peux demander. Eleanor brosse une peluche invisible de sa manche. William, il y a sûrement un moyen d'accélérer les choses? Le gala de la fondation est le mois prochain, et la famille devrait présenter un front uni. Victoria hoche la tête. Et j'ai programmé le début de la rénovation de la villa dans 3 semaines. L'entrepreneur exige un acompte substantiel. La porte s'ouvre, et Margaret Wilson apparaît dans l'embrasure, son blazer sobre et son carré pratique contrastant vivement avec la perfection polie de ma mère et de ma sœur. Ma collègue des archives de l'université lève un sourcil devant le tableau qui s'offre à elle. J'attends dehors depuis 1 heure, dit-elle, adressant ces mots à moi seule. Tu as l'air d'avoir besoin de café et d'air. Le choix se présente, rester dans ce cercle de préoccupations artificielles et de manœuvres calculées, ou m'éloigner avec la seule personne qui n'a aucun intérêt dans le drame de la famille Clark. Margaret se fiche des villas de vacances ou des galas de fondation. Elle se soucie de la vérité, tout comme moi. Je me lève, lissant ma jupe avec des mains qui se sont un peu calmées. Monsieur Peterson, j'appellerai demain pour organiser le test. Margaret se positionne entre moi et ma famille, un tampon humain contre leur manipulation exercée. Madame Clark a besoin de temps pour digérer. Je la ramène chez elle. Victoria ouvre la bouche pour protester, mais Eleanor pose une main sur son bras pour la retenir. Elles vont se regrouper, élaborer une stratégie pendant le déjeuner au club où Eleanor est membre depuis 30 ans. Alors que Margaret me conduit vers la porte, Peterson m'interpelle. Isabella, pour ce que ça vaut, votre père était compliqué. Je le connais depuis des décennies, et je n'ai jamais totalement compris ses motivations. Je m'arrête, une main sur le cadre de la porte. Je veux connaître la vérité, lui dis-je, ma voix basse mais ferme, quel qu'en soit le prix. 3 jours après la scène humiliante dans le bureau de Peterson, je suis en train d'arranger des spécimens dans la salle de stockage climatisée des archives de l'université quand mon téléphone vibre. Margaret jette un coup d'œil par-dessus une pile de lettres de la guerre de sécession. Tout va bien? C'est Victoria, dis-je en vérifiant le message. Elles sont en route pour mon appartement. Margaret lève un sourcil. Tu veux que je reste tard? On pourrait finir de cataloguer la collection Palmer. Pas la peine de souffrir toutes les deux. Je glisse le téléphone dans ma poche. De toute façon, je dois bien leur faire face un jour. Quand j'arrive à la maison, la Mercedes argentée d'Eleanor occupe déjà la place visiteur. Je les trouve dans mon salon, Eleanor, perchée sur le bord de mon canapé, comme s'il pouvait contaminer son tailleur Chanel, Victoria arpentant le périmètre, examinant mes gravures botaniques encadrées avec un intérêt fabriqué. Nous sommes entrés, dit Victoria en souriant avec une chaleur calculée. Madame Abernathy d'accent grave côté a reconnu mère de la vente aux enchères caritatives de l'hôpital au printemps dernier. Bien sûr qu'elle l'a reconnu. Eleanor a cultivé un réseau de relations sociales à travers Boston pendant 30 ans, chacune étant un espion ou un complice potentiel. Je suce pas mon manteau sans proposer de prendre les leurs. Qu'est-ce qui vous amène? Eleanor lisse des plis invisibles sur sa jupe. Chérie, nous nous sommes inquiétés pour toi. Cette situation épouvantable avec le testament. Nous avons parlé à un autre avocat, intervient Victoria, s'installant dans mon fauteuil de lecture comme si elle posait pour ses abonnés Instagram. Il y a des moyens de contourner cette stipulation cruelle. Je reste debout. L'avocat de père semblait très clair sur les conditions. Le rire d'Eleanor teinte comme du givre tombant d'une branche d'arbre. William a toujours été rigide sur les questions juridiques. Richard était pareil, insistant constamment sur la documentation, la vérification, la preuve. Que veux-tu dire, je demande, décelant quelque chose de significatif dans son ton. Elle soupire, ses doigts traçant les perles à son cou. Votre père avait des problèmes de confiance tout au long de notre mariage.
Il remettait en question les loyautés, exigeait des preuves d'engagement. Cette absurdité d'ADN n'est qu'une autre manifestation de sa paranoïa. Victoria hoche la tête avec une sympathie étudiée. Ce n'était pas personnel, Bella. Papa faisait ça avec tout le monde. Tout le monde, je répète. Ces contrats commerciaux contenaient des clauses de vérification similaires, explique Eleanor, les documents de la fondation médicale aussi. Il insistait sur des clauses de pénalité si les membres du conseil manquaient des réunions. Mon esprit d'archiviste commence à collecter des points de données, les arrangeant par ordre chronologique. Depuis combien de temps était-il comme ça? Le regard d'Eleanor se tourne vers la fenêtre. Depuis le début, en réalité. Il a engagé des détectives privés pour me suivre. 2 fois. Le regard d'Eleanor se tourne vers la fenêtre. Quand? La question sort plus vive que je ne l'avais prévu. Une fois avant notre mariage, et une autre fois après la naissance de Victoria. Victoria tripote sa montre, une quartier incrustée de diamants qui scintille agressivement dans la lumière de l'après-midi. Mère a toujours géré ça avec grâce. Contrairement aux épouses de certains de ses collègues médecins, qui auraient fait des scènes. Une image se forme dans mon esprit, Richard Clark, chirurgien de renom, documentant méthodiquement les affronts perçus et les trahisons suspectées tout au long de sa vie. Pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. La révélation change quelque chose de fondamental dans ma compréhension. Sa froideur envers moi n'était pas unique, c'était une suspicion systématique appliquée à tous dans son orbite. Le Noël où j'avais 12 ans, dis-je lentement. Quand père a donné à tout le monde ses montres gravées, même a tendu un livre sur la mythologie grecque à la place. Est-ce que ça faisait partie de ce schéma? Eleanor agite la main d'un air dédaigneux. Richard avait des idées particulières sur les cadeaux appropriés. Les montres étaient pour le conseil de l'hôpital. Tu surinterprètes une vieille histoire. Mais je pense à l'inscription qu'il avait écrite à l'intérieur de ce livre. Pour comprendre le présent, étudie le passé. À l'époque, j'ai cru que c'était un encouragement pour mon intérêt naissant pour l'histoire. Maintenant, je me demande si c'était un indice. La gentillesse occasionnelle de père, dis-je, testant la théorie qui se forme dans mon esprit. Était-ce sincère ou juste une performance? Victoria lève les yeux au ciel. Bella, honnêtement, dois-tu tout analyser à mort? Nous essayons de t'aider à éviter une humiliation publique. Mon attention se porte sur son choix de mots. Public? Les nouvelles vont vite à Boston, dit Eleanor. Si tu procèdes avec ce test, les gens parleront. Des questions seront soulevées sur notre famille qu'il vaut mieux laisser sans réponse. Des fragments de mémoire se mettent en place, des disputes entendues entre mes parents sur la loyauté et la preuve que je n'avais jamais complètement comprise. L'insistance de père à examiner les bulletins scolaires de Victoria tout en jetant à peine un œil au mien, malgré mes meilleures notes. Ces journaux détaillés documentant les réunions du conseil de l'hôpital, les événements familiaux, même les conditions météorologiques. Ce test n'a pas pour but de m'humilier, dis-je lentement, la certitude grandissant à chaque mot. Il s'agit de révéler toute autre chose. Victoria se lève brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Ce retard est inopportun pour tout le monde, Isabella. J'ai des engagements. Le lancement de ma marque d'influenceuse le mois prochain nécessite un investissement important. Les fonds de ma part de l'héritage sont déjà alloués. Il y a une peur sincère sous son vernis poli. La vie soigneusement orchestrée de Victoria dépend du maintien des apparences, et les apparences nécessitent de l'argent. Le renouvellement de votre adhésion au Country Club arrive aussi à échéance, n'est-ce pas, mère? Je demande, me souvenant du drame annuel qui accompagnait ce chèque particulier. Eleanor se raidit. Mon statut social exige certaines obligations. Le club de Duxbury fait partie de la tradition de notre famille depuis des générations. Démasqué. Ce ne sont pas des méchantes de dessins animés qui se tortillent la moustache, elles sont sincèrement effrayées de perdre le style de vie et l'identité qu'elles ont construit. Pour elles, un héritage retardé signifie une crise immédiate. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement, suggère Victoria, son ton s'adoucissant. Une fois l'héritage réglé, nous pourrons éclaircir tout. Malentendu. Malentendu, je répète. Le masque de Victoria glisse un instant. Mère a toujours dit que papa était paranoïaque à propos de la loyauté familiale, surtout après ta naissance. Eleanor lance à Victoria un regard d'avertissement qui en dit long. Victoria, s'il te plaît.
Mon téléphone vibre un SMS de Margaret. Trouvez quelque chose d'intéressant dans les archives de l'hôpital. Appelle-moi. Je veux que vous partiez toutes les deux, dis-je avec une clarté nouvelle. J'ai un rendez-vous. Victoria commence à protester, mais Eleanor se lève, reconnaissant l'acier dans ma voix. Nous poursuivrons cette discussion plus tard, Isabella. Souviens-toi que les affaires de famille doivent rester privées. Après leur départ, j'appelle Margaret, qui répond immédiatement. Les histoires de famille sont ma spécialité. Laisse-moi t'aider. J'ai besoin d'accéder aux archives de l'école de médecine, je lui dis. Spécifiquement tout ce qui concerne les chirurgiens invités du début des années 1990. J'ai besoin d'accéder aux archives de l'école de médecine. Déjà une longueur d'avance, dit-elle. Retrouve-moi dans la salle des archives dans 30 minutes. Je raccroche et appelle le bureau de Peterson. Sa secrétaire me le passe immédiatement. Mademoiselle Clark, dit-il. J'allais vous appeler. Comment puis-je vous aider? Les instructions de mon père étaient spécifiques, dis-je, mais j'ai besoin de savoir où se situe votre loyauté dans l'exécution de ses volontés. Sa pause est brève mais significative. Ma loyauté est d'exécuter ses volontés équitablement, mademoiselle Clark, quoi que cela implique. Bien, je réponds, car j'ai besoin d'aborder cela systématiquement. Nous avons besoin de sources primaires, pas de mythologie familiale. Je prends mon manteau et mes clés, mon esprit organisant déjà l'enquête à venir. Mes compétences d'archiviste, les capacités de recherche de Margaret et les conseils juridiques de Peterson découvriront tout ce que mon père voulait que je trouve quelle que soit la vérité qu'il ne pouvait ou ne voulait pas révéler de son vivant. En verrouillant ma porte, je réalise que je n'ai plus peur de ce que le test ADN pourrait montrer. Pour la première fois, j'ai peur de ce que je ferai avec la vérité une fois que je l'aurai. 30 minutes plus tard, je traverse le département des collections spéciales de l'université, mes doigts effleurant les étagères en chêne poli. La collection médicale commémorative Richard Clark est arrivée hier, 27 boîtes de journaux, de photographies et de souvenirs documentant la carrière chirurgicale distinguée de mon père. Un don qui, selon Peterson, était stipulé dans le testament, indépendamment des résultats du test ADN. La dernière tentative de mon père pour assurer son héritage, soigneusement orchestrée des mois avant sa mort. La pensée devrait me piquer, mais après 2 semaines de nuits blanches et de suspicions soigneusement cataloguées, j'ai dépassé la blessure pour une curiosité calculée. La boîte 14 a besoin de ton attention, dit Margaret, apparaissant à côté de moi avec une tasse de café fumant. Plusieurs journaux des années 1980 qui ne correspondent pas à l'inventaire officiel du don. Je prends le café, inhalant l'arôme riche. Personnel ou professionnel? Personnel. Très personnel. Ses yeux croisent les miens. J'ai commencé le catalogage préliminaire et j'ai trouvé des entrées qui mentionnent ta mère, et un certain Laurent. Le nom déclenche quelque chose, une dispute à moitié remémorée entre mes parents quand j'avais 7 ou 8 ans. La voix de mon père s'élevant inconfortablement dans notre cuisine. Le stage de Laurent a pris fin il y a 15 ans, Eleanor. 15 ans. Le souvenir se cristallise alors que je suis Margaret dans une salle de traitement climatisée où un journal relié en cuir est ouvert sous un éclairage d'archives. L'écriture précise de mon père remplit les pages, la pression de son stylo plume créant de légères indentations visibles même de l'autre côté de la table. Page 37, dit Margaret doucement, reculant pour me laisser de l'intimité. Je glisse des gants en coton avant de toucher le journal. L'entrée est datée de septembre 1991, 2 mois avant ma naissance. Le comportement d'Eleanor depuis la fin du stage de Laurent reste préoccupant, a écrit mon père. Le moment ne peut être une coïncidence. 9 mois d'absence inexpliquée, de distance émotionnelle, d'appels téléphoniques privés, maintenant une grossesse. J'ai calculé les dates à plusieurs reprises. L'enfant ne peut pas être le mien, à moins que la science médicale ne se trompe sur les périodes de gestation humaine. Mon souffle se coupe. La pièce semble soudain trop chaude, trop lumineuse. Il y a plus, dit Margaret en faisant glisser un dossier vers moi. J'ai recoupé les bulletins d'information de l'hôpital de 1990 à 1991. Le docteur Antoine Laurent a effectué un stage de visiteur au Massachusetts General pendant exactement cette période. Je feuillette les bulletins photocopiés, m'arrêtant sur une photographie granuleuse d'un grand homme aux cheveux noirs ondulés debout à côté de ma mère lors d'une collecte de fonds de l'hôpital. Eleanor est radieuse, riant en le regardant tout en touchant son bras avec une intimité désinvolte.
Les archives contiennent 27 photographies de réception de l'hôpital de cette période, continue Margaret. Ta mère apparaît dans 23. Le docteur Laurent apparaît dans 19. Ils sont photographiés ensemble dans 15. Mon esprit analytique prend le dessus, établissant une chronologie avec une précision médico-légale. Laurent est arrivé à Boston en janvier 1990. Je suis né en novembre 1991. Un simple calcul mathématique révèle que ma conception a coïncidé parfaitement avec le stage de Laurent. Pour la première fois depuis la lecture du testament, le pouvoir bascule subtilement en ma faveur. La paranoïa de mon père ne visait pas à m'humilier, c'était sa dernière tentative pour confirmer une suspicion qu'il nourrissait depuis des décennies. Il y a autre chose, dit Margaret avec hésitation, quelque chose à propos de Victoria. Elle me tend un autre journal, celui-ci de 1987. L'entrée décrit les calculs de mon père concernant la naissance de Victoria en novembre 1987. La consultation initiale de 3 mois de Laurent a eu lieu de décembre 1986 à février 1987. Le moment est suspect, bien que non concluant. Eleanor prétend que la grossesse était inattendue mais bienvenue. La prise de conscience me frappe comme un choc électrique. Mon père soupçonnait que Victoria et moi étions toutes les deux les enfants de Laurent. Victoria doit voir ça, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. En 1 heure, j'ai créé un dossier soigné de preuves, des entrées de journal photocopiées, des photographies de bulletins d'information de l'hôpital, une chronologie des rendez-vous de Laurent à Boston. La méthodologie de la recherche appliquée au secret de famille, mes compétences professionnelles au service de la révélation personnelle. J'envoie un SMS à Victoria, trouver des documents importants relatifs à la situation du testament. Archives de l'université, 15 heures. Sa réponse arrive instantanément. Tu ne peux pas me les envoyer par email? J'ai une conférence téléphonique avec des sponsors potentiels aujourd'hui. Il faut les voir en personne, je réponds, ajoutant les mots magiques qui assureront sa présence. Ils ont un impact significatif sur la distribution de l'héritage. Quand Victoria déboule dans les archives à 15h17, elle apporte l'odeur d'un parfum cher et de l'impatience. Sa blouse en soie crème et son pantalon ajusté semblent absurdement formels dans cet environnement académique. J'ai reporté un appel important pour ça, annonce-t-elle en posant son sac à main de créateur sur mon bureau. J'espère que ça en vaut la peine. Bonjour, je fais un geste vers la chaise en face de la mienne. J'ai fait des recherches sur l'histoire de la famille. Victoria soupire de façon dramatique. Isabella, nous avons des gens pour les projets de généalogie. Je peux te recommander le chercheur de mer qui nous a retracé jusqu'au Mayflower pour sa demande à la DAR. Il ne s'agit pas d'ancêtres lointains. Je fais glisser le dossier vers elle. Il s'agit de notre père et d'un chirurgien français nommé Antoine Laurent. Sa main parfaitement manucurée hésite au-dessus du dossier. Quelque chose vacille dans ses yeux, de la reconnaissance, peut-être même de la peur. Qui est Antoine Laurent? Demande-t-elle, mais sa voix manque de conviction. Dis-le-moi, je réponds, ouvrant le dossier sur la photographie de notre mère avec Laurent. Parce que père semblait très préoccupé par sa relation avec mère pendant les années où nous avons toutes les deux été conçues. Le visage de Victoria perd sa couleur alors qu'elle parcourt les entrées du journal. Son assurance des réseaux sociaux se fissure, révélant un choc sincère. C'est absurde, dit-elle, mais ses doigts tremblants la trahissent. Père a toujours été paranoïaque à propos du travail de collecte de fonds de mère à l'hôpital. Tu sais à quel point il pouvait être jaloux. Était-il paranoïaque? Je place la chronologie devant elle. Ou perspicace? Laurent était à Boston exactement 9 mois avant ma naissance, et avant ça, il a consulté au Mass Général 9 mois avant la tienne. Le regard de Victoria se rive sur le mien. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Je fais le test ADN demain, dis-je calmement. Es-tu préparé à ce qu'il pourrait révéler sur nous deux? La dynamique du pouvoir entre nous s'inverse complètement. Pendant 31 ans, Victoria a été la fille préférée, l'héritière incontestée des Clark. Maintenant, elle me regarde avec une compréhension naissante de ce que ces documents suggèrent. Tu prends plaisir à ça, murmure-t-elle. Non, je réponds sincèrement. Je ne fais que mettre la vérité en lumière. Pour une fois, ce n'est pas moi qui suis manipulé. Victoria rassemble son sac à main avec des mains tremblantes et se lève. Mère doit savoir ça. Je suis sûr qu'elle le sait déjà, je réponds. Après le départ de Victoria, Margaret revient avec d'autres photographies des archives.
J'ai trouvé celle-ci dans un don séparé de la société historique de l'hôpital. Des réceptions auxquelles ton père n'assistait pas, mais ta mère et le docteur Laurent, si. Les photographies montrent Éléanore et Laurent à des vernissages, des galas de charité, même un séminaire médical de week-end dans le Vermont. Sur chaque image, leur langage corporel parle d'intimité et de secrets partagés. Mon téléphone sonne. Le nom de Peterson apparaît sur l'écran. Isabella ? Dit-il sans préambule. J'ai parlé avec d'anciens collègues de votre père à propos de la situation du testament. Plusieurs ont mentionné ce souvenir très vivement du docteur Laurent. Je retiens mon souffle, en attente. Un commentaire particulier m'a semblé pertinent, continue Peterson. Le docteur Harrison a mentionné la forte ressemblance de Laurent avec Victoria. Il a dit qu'il avait toujours trouvé remarquable qu'elle ait les yeux et le menton de Laurent plutôt que les traits de votre père. La dernière pièce du puzzle se met en place. Mon père croyait que Victoria n'était pas sa fille biologique et avait des preuves allant au-delà de la simple suspicion. Merci, dis-je, mon esprit s'emballant de possibilités. C'est extrêmement utile. Je raccroche et contemple les preuves éparpillées devant moi. Pour la première fois, je comprends que la froideur de mon père envers moi n'était pas un rejet personnel mais une suspicion systématique dirigée contre ses deux filles. La révélation n'apporte ni réconfort ni conclusion, seulement un avantage stratégique. La question n'est plus de savoir s'il faut révéler la vérité, mais comment. Dois-je confronter Éléanore immédiatement avec ce que j'ai découvert? Ou rassembler plus de preuves d'abord? Je jette un coup d'œil à Margaret, qui me regarde avec des yeux inquiets. Que ferais-tu, je demande. Tout documenter, répond-elle sans hésitation. Puis décider à partir d'une position de connaissance complète. J'acquiesce, mes instincts d'archiviste prenant le pas sur mes impulsions émotionnelles. La vérité a attendu des décennies. Elle peut attendre encore un peu, jusqu'à ce que j'aie des preuves irréfutables. Le test ADN de demain fournira la preuve finale. Ensuite, je déciderai exactement comment l'utiliser. Le lendemain, j'entre dans la salle de réception stérile de Boston Genetic Partners, l'odeur d'antiseptique et de nettoyant parfumé au citron remplaçant la faible odeur de cuir qui imprégnait le bureau de Peterson. Le centre de test ADN fonctionne avec une efficacité redoutable, rendez-vous en ligne, formulaire d'admission électronique, et une réceptionniste qui me traite sans un seul mot superflu. Isabella Clark, confirme-t-elle en scannant mon permis de conduire. Salle de prélèvement 3, au fond du couloir à votre droite. Le processus de prélèvement prend moins de 5 minutes. Un frottis buccal, scellé dans un contenant à code barre étiqueté avec des informations sur le patient qui me réduisent à un numéro. Le technicien, un jeune homme aux yeux bienveillants au-dessus de son masque, tente de faire la conversation. C'est la première fois que vous faites un test génétique? J'hoche la tête, le regardant étiqueter le flacon. Beaucoup de gens font des recherches généalogiques de nos jours, propose-t-il. Il ne s'agit pas de trouver des parents éloignés, je réponds. Il s'agit de confirmer ce que j'ai déjà. De retour dans mon appartement, j'étale une nouvelle chronologie sur ma table de salle à manger. Les dates des bulletins d'information de l'hôpital, des registres mondains et des comptes rendus de conférences médicales créent un schéma frappant une fois arrangé chronologiquement. Je trace chaque point avec la précision méthodique que j'utilise pour les projets de préservation d'archives, des gants en coton blanc protégeant le papier journal fragile tandis que je transfère les informations sur mon tableau grandissant. Décembre 1986. Docteur. Antoine Laurent commence son stage de chirurgie à l'hôpital général du Massachusetts. Janvier 1987. Des photos du gala de charité de l'hôpital montrent Éléanore et Antoine assis à la même table. Richard est absent en raison d'une chirurgie d'urgence. Février 1987. 3 mentions dans les pages mondaines d'Éléanore, assistant à des événements où Antoine était présent. Richard n'apparaît que sur une seule photo. Novembre 1987. Victoria naît à l'hôpital général du Massachusetts. Décembre 1987. Antoine Laurent retourne à Paris. Victoria avait toujours prétendu que l'accent mis par notre père sur la précision faisait de lui un chirurgien brillant mais un parent distant. Maintenant, je me demande si sa précision servait un autre but, suivre ses soupçons tout en maintenant l'apparence d'un mariage et d'une famille réussie. Le téléphone de l'appartement sonne, me sortant de ma concentration. Isabella, c'est Margaret. Des progrès avec la chronologie? J'ai établi quand Laurent était à Boston. Les dates coïncidant précisément avec la conception de Victoria.
Ma voix semble distante, clinique, une archiviste rapportant des découvertes plutôt qu'une fille découvrant des secrets de famille. Quelle est ta prochaine étape? Demande Margaret. J'ai besoin des annuaires du personnel médical des hôpitaux de cette période. La preuve qu'ils ont travaillé ensemble, pas seulement assisté aux mêmes événements sociaux. Je peux t'aider avec ça. Les archives de l'université ont des privilèges réciproques avec la bibliothèque de l'école de médecine. Parfait. Je prends une note sur ma liste de tâches grandissantes. Peterson fournit le cadre juridique si Victoria conteste les résultats. Si tu veux dire quand? Quoi qu'il en soit, je serai prête. Après avoir raccroché, je retourne à ma chronologie, ajoutant des photographies découpées dans des copies sur microfiches des bulletins de l'hôpital. Sur l'une, Eleanor rit de quelque chose qu'Antoine dit, sa main reposant légèrement sur son bras. Richard se tient à plusieurs mètres, concentré sur une conversation avec l'administrateur de l'hôpital. J'établis un simple diagramme de réseau reliant les archivistes de 3 universités de Boston, les collègues juristes de Peterson ayant de l'expérience en matière de succession et 2 généalogistes qui me doivent des faveurs pour une aide à la recherche. Il ne s'agit pas de confrontation, pas encore. Il s'agit de documenter chaque fait pertinent avant que quiconque puisse contester ce que les résultats ADN montreront. Ma sonnette retentit à 7 heures. Margaret est là, tenant une pile de dossiers et un sac de plats à emporter. Nourriture thaïlandaise et annuaire du personnel de l'hôpital, annonce-t-elle. Je me suis dit que tu n'avais pas mangé. Nous étalons les dossiers sur le sol de mon salon, créant une carte de preuve qui impressionnerait le détective le plus méticuleux. Regarde ça, dit Margaret, pointant une photo du personnel de 1990. Eleanor faisait partie du conseil des auxiliaires de l'hôpital l'année où Laurent est arrivé. Ils auraient travaillé ensemble sur des événements de collecte de fonds, je confirme, ajoutant une autre connexion à mon diagramme. 3 jours plus tard, une notification par email apparaît sur mon téléphone. Mise à jour du statut de l'échantillon de Boston Genetic Partners. Je l'ouvre, m'attendant à la confirmation que le traitement a commencé. Au lieu de cela, en raison de résultats préliminaires non concluants, nous demandons un échantillon supplémentaire à des fins de vérification. Veuillez contacter notre bureau pour planifier un 2e rendez-vous de prélèvement. Mon estomac se noue. J'appelle immédiatement le centre de test. C'est très inhabituel, explique le technicien. Parfois, une contamination de l'échantillon se produit, mais... Mais quoi, j'insiste. Eh bien, parfois, lorsque la paternité est en question, nous voyons des marqueurs génétiques inhabituels qui nécessitent des tests supplémentaires. Une vague de peur monte dans ma poitrine. Richard a-t-il délibérément saboté le test? Créé de faux marqueurs pour prolonger l'humiliation même après la mort? Je ferme les yeux, le souffle court. Ce retard donne à Victoria et Eleanor le temps de monter une contestation juridique alternative, en invoquant peut-être la détresse émotionnelle ou une influence indue. Quand j'ouvre les yeux, la détermination remplace la peur. Je programme le 2e rendez-vous pour demain matin. Même depuis la tombe, il me fait faire mes preuves, je murmure à la pièce vide. Cette fois, je serai prête à tout résultat. Je retourne à mon mur de preuves, ajoutant une nouvelle section pour les éventualités. Et si Victoria et moi partagions toutes les 2 Antoine comme père? Et si aucune de nous n'était la fille biologique de Richard? Et si les résultats non concluants étaient eux-mêmes la preuve de quelque chose que Richard a découvert mais n'a jamais révélé? Les réponses ne viendront pas de la spéculation émotionnelle. Elles émergeront d'une enquête méthodique, documents, photographies, chronologie et, enfin, ADN. J'ai besoin de faits avant les sentiments, de preuves avant la confrontation. Je touche la photographie de Richard acceptant un prix médical, son expression sévère même dans le triomphe. Je trouverai ta vérité, je promets, quelle qu'elle soit. Le lendemain, le 2e test ADN se déroule plus facilement que le premier. Pas de conversation gênante avec les techniciens de laboratoire, pas d'explication nécessaire sur la raison pour laquelle je cherche une vérification. Juste un autre flacon de sang prélevé par une femme aux mains efficaces qui ne demande rien de plus que de confirmer mon identité. J'ai choisi une autre société cette fois-ci, plus chère, plus prestigieuse, avec une réputation de précision qui pourrait résister même aux contestations judiciaires de Victoria. Les résultats sont généralement disponibles dans les 10 jours ouvrables, me dit la technicienne en appuyant une boule de coton contre la petite piqûre dans mon bras. Je les veux plus vite, dis-je en faisant glisser un chèque plié sur le comptoir. Traitement prioritaire. De retour à mon appartement,
j'étale mes preuves sur la table de la salle à manger qui est devenue ma salle de guerre. Margaret apporte du café dans les tasses en céramique que nous avons achetées lors d'une conférence de musée l'année dernière. La surface de la table disparaît sous une chronologie d'annonces de stages, de bulletins d'informations d'hôpitaux et de coupures de pages mondaines. C'est tout un dossier, dit Margaret en étudiant l'arrangement chronologique. Tu as été minutieuse. Les archivistes ne sont rien sinon méthodiques. Je tapote un Boston Medical Quarterly jauni de l'hiver 1986. Regarde ici. Le stage d'Antoine Laurent a commencé cette année-là, et il est parti l'année suivante, en décembre. L'annonce mentionne sa spécialité en technique chirurgicale cardio-thoracique, exactement ce pourquoi Père était connu. Margaret soulève une photographie d'une page mondaine montrant Eleanor riant à côté d'un grand homme avec les pommettes distinctives de Victoria. La ressemblance est frappante. Père a dû le voir aussi. Je place le certificat de naissance de Victoria à côté de la photo. La chronologie correspond parfaitement. Laurent était à Boston 9 mois avant sa naissance. La sonnette interrompt notre analyse. Peterson se tient dans le couloir, mallette à la main, l'expression sombre. J'ai préparé le cadre juridique pour divers scénarios, dit-il en ouvrant sa mallette sur ma table de cuisine. Des documents juridiques en sortent dans des dossiers soignés, des onglets de couleurs marquant différentes sections. Jaune si vous êtes toutes les deux les filles de Richard, vert si aucune de vous ne l'est. Bleu si une seule de vous est biologiquement apparentée. Vous pensez à tout, dis-je. Votre père m'a appris à me préparer à toutes les éventualités. Les doigts de Peterson s'attardent sur le dossier bleu. Isabella, vous devez comprendre les implications. Si Victoria conteste ses résultats. Elle le fera, j'interromps. Elle se positionne déjà sur les réseaux sociaux. Pauvre Victoria, traumatisée par le testament cruel de papa. Alors nous devons être prêts pour un long combat. Peterson ajuste ses lunettes. Plus nous rassemblons de preuves maintenant, plus notre position sera forte. Plus tard, après le départ de Peterson, je trie tout en 3 classeurs extensibles, chronologie, preuves photographiques, documentation juridique. Pas de récits émotionnels, juste des faits arrangés de la manière méthodique qui a défini ma vie professionnelle. Il ne s'agit plus de sentiments blessés. Il s'agit de découvrir une vérité qui a façonné notre famille pendant des décennies sans que personne ne le sache. 4 jours plus tard, mon ordinateur portable émet un bip avec une nouvelle notification par email. Objet, résultat de test disponible. Mon doigt plane sur le pavé tactile, soudainement hésitant. Et si je n'étais pas sa fille non plus? Et si cela détruisait le peu de famille qu'il me reste? La question me paralyse. Malgré toute ma préparation, toute ma collecte de preuves, je n'ai pas pleinement affronté la possibilité la plus effrayante, que prouver que Victoria n'est pas la fille de Richard pourrait simultanément prouver que je ne le suis pas non plus. Que j'ai construit un dossier qui finira par me déshériter aussi. Savoir la vérité, me guérira-t-il ou me détruira-t-il? Est-ce ce que Richard voulait vraiment? Mon téléphone sonne, me sortant de ma paralysie. Le nom de Peterson apparaît sur l'écran. Victoria a demandé une réunion d'urgence, dit-il sans préambule. Elle prétend avoir de nouvelles informations concernant le testament. Quel genre d'informations? Elle n'a pas voulu le dire, mais elle a insisté pour une réunion demain matin. Sa voix baisse. Isabella, avez-vous déjà ouvert vos résultats? J'allais le faire. Je fixe l'email non ouvert. Quoi qu'il montre, nous devons être préparés avant cette réunion. Après avoir raccroché, je prends une profonde inspiration et clique sur l'email. L'entête du laboratoire apparaît, suivi d'un langage clinique sur la méthodologie et les contrôles. Je passe les détails techniques jusqu'à ce que j'atteigne la section de conclusion. Probabilité de paternité, 99,99%. Un soulagement m'envahit, affaiblissant momentanément mes genoux. Je suis la fille biologique de Richard Clark. La vérité que je cherchais, la validation que j'avais secrètement désirée, apparaît en noir et blanc sur mon écran. Mais il y a une deuxième pièce jointe intitulée « Rapport supplémentaire ». Je l'ouvre, mes yeux s'écarquillant en lisant les informations supplémentaires. Le laboratoire a identifié quelque chose d'inattendu dans les marqueurs génétiques qu'ils ont testés. Je saisis mon téléphone et envoie un SMS à Margaret. J'ai besoin de 3 dossiers préparés pour la réunion de demain, des bleus, avec des étiquettes claires. Puis je télécharge les rapports, mes mains stables tandis que je sauvegarde les fichiers. Pas de tremblement,
pas de cœur qui bat la chamade, juste la certitude calme de quelqu'un qui détient enfin toutes les preuves nécessaires pour révéler une vérité longtemps cachée. Demain, au bureau de Peterson, la vérité éclatera toute la vérité. Cette nuit-là, j'ai cliqué sur l'Instagram de Victoria pour la 3e fois aujourd'hui, regardant sa campagne de diffamation calculée se dérouler en temps réel. Sa dernière publication la montre regardant pensivement la pierre tombale de notre père, une manucure noire reposant de manière dramatique contre le granit poli. La légende dit, quand la trahison familiale est plus profonde que le deuil. Certains secrets n'étaient jamais destinés à être découverts. La section des commentaires déborde de réponses sympathiques de ses abonnés. Reste forte, V. Nous prions pour toi en cette période difficile. Victoria a soigné son image publique avec précision, la fille en deuil confrontée maintenant à un traumatisme supplémentaire mystérieux. Mon téléphone vibre avec un SMS de Margaret. La page mondaine du Boston Globe vient d'appeler les archives pour te poser des questions. Une journaliste nommée Harriet Winters. Mon estomac se noue. Victoria est passée au-delà des réseaux sociaux. Les pages mondaines avec lesquelles notre mère a cultivé des relations pendant des décennies représentent désormais un champ de bataille plus dangereux. Je consulte les articles récents de la chroniqueuse, gala de charité, vernissage de musée et le scandale occasionnel de bon goût parmi l'élite de Boston. Le drame de la famille Clark ferait une lecture parfaite pour le dimanche. Le téléphone sonne. Eleanor. Isabella, sa voix oscille entre la colère et les larmes. Quoi que tu penses savoir, tu détruiras cette famille si tu le révèles. Je me tiens à la fenêtre de ma cuisine, regardant la pluie strier la vitre. Ce n'est pas moi qui ai contacté le Globe, mère. Victoria se protège. Peux-tu la blâmer? Tu as fouillé dans les affaires de Richard comme un détective, portant des accusations. Je n'ai accusé personne de rien, dis-je en mesurant chaque mot. J'ai simplement fait le test ADN que père exigeait dans son testament. Ces tests sont souvent faux. La voix d'Eleanor se durcit. Victoria a parlé au docteur Greenwald à l'hôpital Memorial. Il dit que les tests ADN peuvent donner de faux résultats. Bien sûr. Victoria a des relations médicales. Elle a bâti son empire d'influenceuse en partie sur du contenu sponsorisé pour des marques de bien-être et des spas médicaux. Les résultats ne sont pas faux, mère. Un long silence s'installe entre nous. Quand Eleanor parle à nouveau, sa voix a la qualité cassante qu'elle prend quand elle est acculée. Victoria a l'intention de contester le testament, peu importe ce que ton test montre. Son avocat dit que le processus pourrait prendre des années. Est-ce ce que tu veux? Que nous soyons tous traînés devant les tribunaux pendant que des étrangers fouillent dans notre histoire familiale? La menace atterrit précisément là où Victoria l'avait prévu. Ma réputation professionnelle dépend de la discrétion et du respect des archives historiques. Une bataille juridique publique s'apprête tout ce que j'ai construit. Pense à ce que Richard aurait voulu, continue Eleanor, pressant son avantage. Il valorisait le nom de la famille par-dessus tout. C'est là qu'elle se trompe. Père valorisait la vérité par-dessus tout, même quand cette vérité était douloureuse. J'entends sa voix lors d'un rare moment de connexion pendant ma remise de diplôme universitaire, l'histoire n'est pas ce que les gens auraient souhaité qu'il se passe, Isabella. C'est ce qui s'est réellement produit, que ce soit pratique ou non. Je vous verrai demain au bureau de Peterson, dis-je, mettant fin à l'appel avant qu'Eleanor ne puisse répondre. En quelques minutes, mon téléphone s'allume avec une notification. Victoria a de nouveau posté une image en noir et blanc d'elle-même regardant l'appareil photo avec une âme en peine, des traces de larmes soigneusement dessinées visibles sur ses joues. La légende dit, quand l'abus psychologique apparent continue même après la mort, certains testaments sont des armes. Elle recadre le récit, se présentant comme la victime de la manipulation psychologique de notre père plutôt que d'affronter la réalité des résultats ADN. Ses abonnés réagissent avec indignation en son nom. Personne ne devrait utiliser un testament pour blesser ses enfants. Reste forte, belle âme. Margaret arrive à ma porte avec de la nourriture thaïlandaise à emporter et de la détermination écrite sur son visage. J'ai amené des renforts, dit-elle en faisant un signe de tête vers William Peterson qui marche derrière elle, mallette à la main. Désolé d'arriver à l'improviste, dit Peterson, la pluie battant sur son par-dessus en laine. L'avocat de Victoria m'a contacté pour déposer des objections préliminaires à l'exécution du testament. Nous étalons des documents sur ma table de salle à manger pendant que Margaret déballe la nourriture. Peterson sort les documents juridiques que l'avocat de Victoria a préparés, épais d'objections procédurales et de demandes de tests supplémentaires.
Ils prétendent que Richard n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a ajouté la clause ADN, explique Peterson. Ils ont trouvé 2 de ses anciens collègues prêts à témoigner qu'il était devenu paranoïaque dans ces derniers mois. C'est absurde, dis-je. Il opérait jusqu'à 3 semaines avant sa mort. Peterson hoche la tête. Je sais, mais il crée une trace écrite pour tout retarder. C'est une tactique standard. Margaret dispose les dossiers que nous avons rassemblés, des bulletins d'information de l'hôpital montrant Eleanor et Antoine Laurent à des événements, des coupures de presse mondaines, les résultats des tests ADN. Nous devons présenter tout cela formellement. Fini les révélations au compte-gouttes. Peterson examine nos preuves avec un détachement professionnel. C'est extraordinairement complet, Isabella. Vous avez tout documenté avec précision. Je suis archiviste, je lui rappelle. La documentation, c'est ce que je fais. Mon téléphone s'allume avec un autre appel d'Eleanor, que je refuse. Quelques secondes plus tard, un SMS apparaît. Victoria dit qu'elle laissera tout tomber si tu acceptes de partager la succession à 50-50e. S'il te plaît, sois raisonnable. Je montre le message à Peterson. C'est un développement intéressant, dit-il. Elle sait qu'elle n'a aucune base légale. Elle a peur, observe Margaret. Les résultats ADN ont dû la choquer. Peterson ouvre sa mallette et en extrait un autre dossier. J'ai obtenu ça aujourd'hui. Les résultats complets des 2 sociétés de test, y compris l'analyse supplémentaire. Je parcours les documents, m'arrêtant sur une section surlignée. Les sujets partagent uniquement des marqueurs d'ADN maternel, aucun marqueur paternel en commun. Victoria et moi avons des pères différents. Il y a autre chose, dit Peterson doucement. Victoria a reçu un rapport préliminaire il y a 3 jours. Elle le sait depuis. La prise de conscience me frappe comme un coup physique. Pendant que Victoria publiait sur la trahison familiale et l'abus psychologique, elle connaissait déjà la vérité. Elle ne traitait pas un choc, elle menait une campagne de relations publiques préventives. Elle essaie de contrôler le récit, dit Margaret, faisant écho à mes pensées. Si elle se présente comme la victime de la cruauté posthume de Richard, elle préserve son image même si la vérité éclate. Je feuillette le rapport supplémentaire, absorbant les détails techniques qui confirment ce que Richard soupçonnait apparemment depuis des décennies. J'étais sa fille biologique. Victoria ne l'était pas, j'aurais besoin de tout ça organisé pour demain, dis-je, la concentration professionnelle prenant le pas sur la réaction émotionnelle. Tout par ordre chronologique, avec les preuves les plus cruciales surlignées. Margaret me serre l'épaule. Je resterai pour t'aider. Nous ferons des copies de tout. Peterson se lève pour partir. Isabella, êtes-vous certaine de vouloir procéder à la révélation complète? Victoria a clairement indiqué qu'elle se battra publiquement. Je pense aux publications Instagram calculées de Victoria, à la chroniqueuse mondaine qui se prépare à se régaler de nos secrets de famille, aux tentatives frénétiques d'Eleanor pour préserver les apparences. Pendant 31 ans, j'ai vécu dans l'ombre de leur réalité soigneusement construite. Je ne viens pas pour me disputer, je dis à Peterson. Je viens avec des preuves qui ne peuvent être contestées. Après le départ de Peterson, Margaret et moi travaillons tard dans la nuit, organisant des documents, surlignant des passages clés, créant une chronologie qui retrace la relation d'Eleanor avec Antoine Laurent parallèlement à la naissance de Victoria. Chaque pièce s'emboîte avec la précision nette d'un fait historique plutôt que d'une mythologie familiale. Tu sais ce qui me dérange le plus, dis-je alors que nous terminons le dernier dossier de présentation. Ce n'est pas que Victoria ne soit pas la fille de Richard. C'est qu'elle le savait, ou du moins le soupçonnait, depuis le début. Chaque fois qu'elle me faisait sentir que je n'avais pas ma place, elle projetait leurs propres secrets. Margaret s'arrête dans son étiquetage. Demain, tu reprends ton histoire. La vraie, pas la version qu'elles ont racontée. Je place le document final, la comparaison ADN montrant que Victoria et moi ne partageons que les marqueurs génétiques de notre mère dans le dossier. Demain, la vérité que mon père a orchestrée depuis l'au-delà émergera enfin, changeant tout le récit familial que Victoria et Eleanor ont contrôlé pendant des décennies. La pluie continue son rythme régulier contre les fenêtres alors que je me prépare à la confrontation qui soit détruira ma famille, soit la rendra enfin honnête. Le lendemain matin, j'arrive au bureau de Peterson avec 30 minutes d'avance, plaçant soigneusement mon portefeuille en cuir sur le siège passager. Le soleil du matin scintille sur les numéros de bâtiments en laiton tandis que je vérifie mon reflet dans la vitre de la voiture. Aucune trace de la nuit blanche ne se voit sur mon visage,
seulement une détermination calme dans les yeux que Richard disait toujours trop observateur pour mon propre bien. Margaret me rejoint à l'entrée, son cardigan bleu marine sobre contrastant vivement avec les tenues de créateurs que Victoria et Eleanor porteront sans aucun doute. « Prête ?» demande-t-elle en portant une pile de bulletins d'information authentifiés de l'hôpital. Aussi prête que je ne le serai jamais. Je lisse ma jupe anthracite, sentant le poids des dossiers de preuves dans mon sac fourre-tout. Merci d'être là. La réceptionniste de Peterson nous fait entrer dans la salle de conférence plutôt que dans son bureau, un espace conçu pour les négociations d'entreprise plutôt que pour les affaires familiales. La longue table en acajou brille sous un éclairage encastré, des verres d'eau et des bloc-notes à chaque place comme des arrangements de dîner formels. Mademoiselle Clark, Peterson se lève en lui tendant la main. J'ai préparé la salle comme demandé. Victoria et Eleanor arrivent ensemble 10 minutes plus tard, entrant avec la grâce synchronisée d'artistes qui ont répété leur entrée. Eleanor porte un Armani noir, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. Victoria a choisi du lin crème avec des accessoires dorés, l'image de l'innocence blessée pour sa documentation inévitable sur les réseaux sociaux plus tard. Leurs sourires exercés vacillent lorsqu'elle remarque Margaret qui arrange des documents au fond de la table. Je ne savais pas que ce serait une réunion de groupe, dit Eleanor, la voix mielleuse de préoccupation artificielle. Peterson fait un geste vers les chaises. Isabella a demandé un espace supplémentaire à des fins de documentation. J'attends que tout le monde soit assis avant de distribuer les dossiers d'épaisses enveloppes en manille avec des onglets soigneusement étiquetés. Mes mains restent stables, ma formation d'archiviste évidente dans l'organisation précise de chaque document. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Demande Victoria sans ouvrir son dossier. Des preuves, dis-je simplement. Tout est correctement authentifié et daté. Eleanor ouvre son dossier en premier, parcourant le contenu avec une nonchalance étudiée jusqu'à ce qu'elle atteigne la section surlignée du rapport ADN. Ses doigts se figent sur la page. Victoria, observant la réaction de sa mère, ouvre enfin son propre dossier. La couleur quitte son visage alors qu'elle lit les mots correspondance maternelle uniquement, surlignés en jaune. Ces tests sont souvent inexacts, dit Eleanor, la voix s'élevant légèrement. Nous devrions obtenir de seconds avis. William, vous comprenez sûrement l'importance de la vérification en matière juridique. Je sors un deuxième dossier de mon sac. J'avais anticipé cette réponse. Celui-ci contient les résultats d'un autre laboratoire, même conclusion. Peterson s'éclaircit la gorge. J'ai examiné les deux rapports. Ils semblent scientifiquement solides et juridiquement recevables. Victoria claque son dossier. C'est ridicule. Une erreur de laboratoire n'efface pas 34 ans d'histoire familiale. Il ne s'agit pas seulement de l'ADN, dis-je en ouvrant mon portefeuille. Margaret m'a aidé à compiler une chronologie complète. Margaret fait glisser le premier document sur la table, un annuaire du personnel de l'hôpital de 1986 à 1987. Le docteur Antoine Laurent a été chirurgien cardiovasculaire invité au Boston Memorial de décembre 1986 à décembre 1987. Je pointe les entrées surlignées. Victoria est née en novembre 1987, exactement 9 mois après le gala de l'hôpital en février. La main d'Eleanor tremble légèrement alors qu'elle attrape son verre d'eau. Les résultats ADN montrent que Victoria et moi partageons l'ADN maternel, mais des pères différents, je continue, la voix stable. Je suis la fille biologique de Richard Clark. Victoria ne l'est pas. Margaret pose un bulletin d'information jauni de l'hôpital sur la table. La première page montre Eleanor riant à côté d'un grand homme avec la fossette distinctive au menton de Victoria. Richard apparaît en arrière-plan, les observant. Le 17 décembre 1986, dit Margaret. La légende identifie le docteur Laurent et Madame Clark comme coprésidents du comité de collecte de fonds pour les fêtes. La contenance soigneusement entretenue de Victoria se fissure enfin. Tu as planifié cette humiliation depuis le début, tout comme Richard. Je croise son regard fermement. J'ai seulement cherché la vérité. Père aussi, apparemment il l'a trouvée. Les mains parfaitement manucurées d'Eleanor s'étalent à plat sur la surface de la table, comme pour tenter de s'ancrer. Richard et moi avions des problèmes, murmure-t-elle. Il n'était jamais à la maison. Le cabinet médical le consumait. Mère, Victoria halète. Antoine était gentil quand Richard était froid, continue Eleanor, les mots s'échappant après des décennies de confinement. C'était bref, juste quelques mois avant qu'il ne retourne en France. Peterson ajuste ses lunettes,
clairement mal à l'aise avec cette confession. Les implications juridiques sont très claires. Le testament exigeait spécifiquement une parenté biologique avec Richard Clark pour hériter de la participation majoritaire et des actifs liquides. Son assistante juridique, qui a tranquillement pris des notes, lève les yeux avec un intérêt non dissimulé. La deuxième assistante près de la porte ne parvient pas à maintenir un masque professionnel, ses sourcils se levant à la confession d'Eleanor. Les mains de Victoria se mettent à trembler, son personnage des réseaux sociaux s'effritant sous le poids de la réalité. Ça ne peut pas arriver. Toute ma vie a été un mensonge. Je n'ai pas créé cette situation, dis-je doucement. J'ai simplement découvert ce qui était caché. Eleanor prend la main de Victoria. Richard le soupçonnait mais ne l'a jamais confirmé. Il t'aimait à sa manière, Victoria. Pas assez pour me laisser son entreprise, dit Victoria amèrement. Pas assez pour me traiter comme la sienne après que j'ai échoué à être la fille parfaite. La prise de conscience de la distance émotionnelle de Richard envers Victoria tout au long de sa vie, le favoritisme subtil envers moi que je n'ai jamais reconnu, s'installe dans la pièce comme une présence physique. Peterson examine les documents juridiques. Conformément aux conditions du testament, Isabella est confirmée comme l'unique héritière de Clark Medical Technology et des actifs liquides spécifiés. Victoria s'éloigne de la table, du mascara coulant sur ses joues. Alors c'est tout ? 35 ans en tant que fille de Richard Clark effacée par un test ADN ? La victoire que j'anticipais semble creuse alors que je regarde le monde de ma sœur s'effondrer, non pas à cause de mes actions, mais à cause de choix faits avant que l'une ou l'autre de nous ne soit née. Ça ne doit pas se terminer comme ça, dis-je, me surprenant moi-même. Le testament précise ce que je reçois, pas ce que j'en fais après. Peterson lève brusquement les yeux. Isabella ? J'aimerais établir une fiducie pour Victoria, je continue. Il n'y a aucune obligation légale, mais il y en a une morale. Nous sommes toujours de la famille au moins des demi-sœurs par le sang. Victoria me regarde, la suspicion luttant avec un espoir désespéré sur son visage. William, pourriez-vous rédiger un accord modifié ? Je demande. Je conserverai la participation majoritaire dans Clark Medical, mais des dispositions devraient être prises pour Victoria et Eleanor. Peterson hoche la tête, son attitude professionnelle revenant. Je peux préparer les documents nécessaires. La posture parfaite d'Eleanor se brise enfin alors qu'elle s'affaisse légèrement sur sa chaise. Pourquoi ferais-tu ça, Isabella ? Après tout ? Je rassemble les rapports ADN, les glissant dans mon dossier avec le soin d'une archiviste. Parce que la dernière leçon de Richard Clark ne portait pas sur l'ADN ou l'héritage. Elle portait sur la différence entre la famille légale et la famille choisie. Je ferme le portefeuille. Je choisis d'être meilleur que son exemple. Victoria essuie ses larmes avec des doigts tremblants. Je ne te comprends pas, Bella. Pour la première fois de ma vie, je vois ma sœur clairement non pas comme l'enfant en or ou la star des réseaux sociaux, mais comme quelqu'un d'aussi endommagé par les manipulations de Richard que moi. Tu n'as pas à me comprendre, je réponds. Sache juste que certains liens vont plus loin que l'ADN ou les documents légaux. Peterson commence à esquisser les termes d'un nouvel accord, tandis que Margaret recueille tranquillement les bulletins d'information de l'hôpital et les photographies, des preuves désormais inutiles, maintenant que la vérité a remplacé la suspicion. Le poids du jeu posthume de Richard se lève de mes épaules. En cherchant à nous contrôler depuis l'au-delà, il m'a plutôt donné quelque chose d'inattendu, la liberté de définir la famille selon mes propres termes. Un an après la révélation, je me tiens dans ce qui était autrefois le bureau de mon père à Clark Medical Technology, un mois après que la révélation ADN a bouleversé notre famille. Le bureau en acajou, plus petit que celui de Peterson mais non moins imposant, porte maintenant mes papiers au lieu de ceux de Richard. À travers les fenêtres du sol au plafond, Boston s'étend devant moi, l'automne peignant le commode de rouge et d'or flamboyant. Mademoiselle Clark. Mon assistante frappe doucement. Les membres du conseil attendent dans la salle de conférence. Il y a un an, ces mêmes membres du conseil reconnaissaient à peine mon existence lors des événements de la fondation. Maintenant, ils sollicitent mon approbation sur les projections trimestrielles. L'ironie ne m'échappe pas, dites-leur 5 minutes, s'il vous plaît. Je ferme le dossier contenant le dernier email de Victoria laconique, mais sans les sous-entendus manipulateurs que j'ai appris à reconnaître. Elle a quitté Boston 3 semaines après la révélation, son Instagram soudainement silencieux avant de reprendre avec des couchers de soleil californiens soigneusement sélectionnés. Pas de photos de famille, pas de référence à l'héritage Clark.
Juste Victoria se réinventant à 3000 miles de la vérité. Eleanor a vendu la maison principale en 2 semaines, déménageant dans un appartement à Beacon Hill qui pourrait tenir dans le grand hall d'entrée de la maison d'origine. Nos déjeuners hebdomadaires restent des affaires gênantes remplies d'observations météorologiques et de tentatives hésitantes de connexions plus profondes. Hier, elle a mentionné le nom d'Antoine sans sourciller. Un progrès, peut-être. Besoin d'aide pour trier ça, demande Margaret depuis l'embrasure de la porte, faisant un geste vers la boîte d'archives des faits personnels que j'évitais. Que diraient les archivistes s'ils savaient que je procrastine sur une documentation correcte? J'essaie de sourire. Margaret tire une chaise. Ils diraient que les archives personnelles sont les plus difficiles à cataloguer objectivement. Ensemble, nous trions les restes de la vie privée de Richard, des photographies, des badges de conférences médicales, des notes manuscrites dans les marges d'articles de journaux. Margaret s'arrête, tenant un dossier étiqueté, dossiers familiaux, confidentiels. Isabella, regarde ça. À l'intérieur, des dossiers médicaux datant de 30 ans, un dépistage génétique que Richard a subi bien avant que Victoria ou moi ne sachions quoi que ce soit sur les tests ADN. Il savait, je murmure. Il l'a confirmé il y a des décennies. Et il vous a quand même gardé toutes les deux près de lui, observe Margaret. C'est quelque chose, n'est-ce pas? La prise de conscience s'installe en moi. J'ai passé des années à chercher la validation d'un homme qui connaissait la vérité depuis le début. Les mots ont un goût amer, puis étrangement libérateur. Il aurait pu nous épargner tout ce drame. Ou peut-être que c'était sa façon de forcer la vérité à éclater, suggère Margaret. Tu es archiviste. Tu comprends mieux que la plupart comment les vérités enfouies finissent par refaire surface. 6 mois plus tard, je me tiens devant l'équipe de direction de Clark Medical Technology, présentant des projections d'acquisition avec une confiance qui aurait été impossible auparavant. Les prix de mon père, qui dominaient autrefois cette salle de conseil, sont maintenant accrochés dans le hall de l'école de médecine, donnée avec la bénédiction d'Eleanor. Je n'ai gardé qu'une seule photo, Richard me tenant, bébé, son expression illisible, mais sa prise protectrice. L'entreprise a prospéré sous ma direction, le cours des actions augmentant régulièrement. Les membres du conseil qui me coupaient autrefois la parole se penchent maintenant en avant quand je parle. La transition n'a pas été sans heurts, deux ont démissionné en signe de protestation au début, mais la direction restante a reconnu ce que Richard avait apparemment vu. Je suis la fille de mon père dans tous les domaines qui comptent. Mon téléphone vibre avec un SMS de Victoria. Appelle quand tu auras le temps, pas d'urgence. Notre relation existe maintenant dans des emails occasionnels et de brefs appels téléphoniques. La prétention a disparu, remplacée par quelque chose de prudent mais de sincère. Le mois dernier, elle m'a interrogé sur nos vacances d'été d'enfance, se demandant à voix haute si ses souvenirs avaient été réécrits pour correspondre à un récit. Eleanor a été étonnamment franche lors de nos dîners mensuels. Elle parle de l'absence émotionnelle de Richard, de la gentillesse d'Antoine pendant une période difficile de son mariage. Il me remarquait quand Richard ne voyait que son travail, a-t-elle expliqué en tordant sa serviette. Ce n'était pas seulement physique. Il valorisait mes pensées quand votre père ne pouvait pas les entendre. J'ai créé la bourse médicale Laurent pour les étudiants français en échange le trimestre dernier, une reconnaissance silencieuse de vérités compliquées. Victoria a appelé après le communiqué de presse, sa voix inhabituellement vulnérable. Merci, a-t-elle dit simplement, de ne pas l'avoir effacé. 2 ans après la mort de Richard, je me tiens seul devant sa tombe, la brume matinale enveloppant la pierre tombale en granit. Le cimetière est silencieux, à l'exception du trafic lointain et du chant des oiseaux. Je dépose des lys blancs contre la pierre, leur parfum doux dans l'air d'automne. Tu pensais que cela nous détruirait, dis-je doucement, mais cela nous a forcés à construire quelque chose de réel à la place. La fondation de la famille Clark est lancée la semaine prochaine, sa mission étant de soutenir les enfants séparés de leurs parents biologiques. Eleanor en sera la présidente d'honneur, son idée, étonnamment. Victoria a contribué à la conception du site web à distance. Aucune des deux relations n'est complètement guérie, mais la fondation nous donne un terrain neutre pour reconstruire. La famille, c'est plus que la biologie, je répète mes premières lignes pour le lancement de la fondation. C'est la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. C'est choisir la connexion quand les mensonges seraient plus faciles. Une brise agite les arbres du cimetière, envoyant des feuilles dorées en spirale autour de moi. Je passe mes doigts sur le nom gravé de mon père,
ne ressentant ni la colère qui m'a consumé dans le bureau de Peterson, ni la justification qui a suivi la révélation ADN. Au lieu de cela, je trouve quelque chose d'inattendu. La gratitude. Tu m'as fait un cadeau inattendu, père, je murmure. La liberté de la prétention et la chance de construire des liens authentiques. En retournant à ma voiture, je réalise que l'héritage le plus précieux n'était pas la participation majoritaire dans l'entreprise ou la sécurité financière qui l'accompagnait. Parfois, l'héritage le plus précieux n'est pas ce qui est dans le testament, c'est la vérité qui vous libère.